Bonjour à tous. Je me trouve actuellement sur la crête de Thiaumont et plus particulièrement en face de l'abri FT3, plus connu sous le nom de PC-118. Un abri qui se trouve entre l'ossuaire de Douaumont et le monument aux combattants israélites, toujours visible de nos jours depuis le sentier de découverte du champ de bataille de Verdun. Si je suis ici, c'est pour vous raconter l'histoire de 55 soldats français qui furent ensevelis sous les gravats de cet abri le 2 juin 1916. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un abri comme l'abri FT3 ? Évidemment, comme son nom l'indique, ils permettent d'abriter les troupes stationnées sur le secteur. Donc ici, l'abri FT3 permet de loger des soldats positionnés sur la crête de Thiaumont. Sur la crête de Thiaumont, donc, entre l'ouvrage de Thiaumont et l'ouvrage de Froidterre, nous trouvons 3 abris identiques. Il s'agit d'abris standards modèle 1898 pour demi-compagnie, c'est-à-dire 100 hommes en place assise. Ça veut dire que chaque abri, FT3, FT2 qu'on appelle également le PC-119 et FT1, le PC-120 tout proche de l'ouvrage de Froidterre, nous trouvons 2 chambrées. Nous trouvons également des latrines, d'ailleurs nous en voyons juste ici, et nous trouvons aussi une cuisine. Et en souterrain, nous avons 4 citernes de 14 mètres cubes chacune, qui représentent environ 56 000 litres d'eau pour les soldats qui vont s'y réfugier. Ainsi, de nos jours, en empruntant le sentier de découverte du champ de bataille de Verdun, vous pouvez découvrir les 3 abris. Ils sont plus ou moins détruits en fonction de leur emplacement. Le PC-118, au plus proche des combats sur la crête de Thiaumont, est évidemment le plus dégradé des 3. Et le PC-120, ou l'abri FT1, au plus proche de l'ouvrage de Froidterre, est le mieux conservé. Au niveau de ces vestiges, on peut remarquer quelques similarités. En effet, c'est des modèles standards. Nous avons déjà des latrines qui vont changer d'emplacement, soit à droite de l'abri ou à gauche. Par exemple ici, les latrines du PC-118 sont juste ici, à droite de l'abri, et si vous allez au PC-120, c'est la même chose. Or, au PC-119 qui se trouve entre les 2 abris, les latrines ont été retransférées sur la gauche. Un autre point commun, les 3 abris sont construits en béton armé, pour être beaucoup plus solides. Mais le mur anti-souffle, donc le mur de façade qu'on trouvait juste ici, était construit en pierre de taille. Ou du moins, c'était le cas pour le PC-119 et le PC-118. Le PC-120, petite particularité, lui était construit tout en béton armé. L'abri FT3 au PC-118 est construit en 1906 et culmine à 356 mètres d'altitude, au plus proche de l'ouvrage de Thiaumont. C'est pour cette raison que les acronymes FT, donc des abris FT3, FT2 et FT1, correspondent aux intervalles entre Froidterre et Thiaumont. Mais alors, pourquoi avoir construit des abris FT3, FT2 et FT1 ? En raison du programme Serré de Rivière, qui verra la construction de très nombreuses fortifications autour de la place forte de Verdun, du nom du général Raymond Serré de Rivière, qui en est à l'origine. Autour de Verdun, entre 1874 et 1914, nous construirons 43 forts et ouvrages et 118 batteries d'artillerie, et plusieurs dizaines d'abris comme FT3. Pourquoi ? En raison de la guerre franco-prussienne, qui avait été perdue par les Français, la frontière s'était rapprochée et il fallait protéger Verdun, qui était maintenant devenue une grosse place forte française face à Metz, la plus grosse place forte allemande, et qui était très puissante. Nous sommes en 1914 et la Première Guerre mondiale se déclenche. Après la bataille de la Marne, les Allemands sont stoppés à environ 20 km de la ville de Verdun. Le front demeure très calme et stabilisé. Ainsi, le général Joffre, le 5 août 1915, prélève les armements, les hommes et le matériel de Verdun pour le déplacer en Champagne, dans la Somme et dans l'Artois. 3 territoires à feu et à sang. La place forte de Verdun est donc désarmée et déclassée. Un désarmement qui avait déjà été opéré fin 1914, mais qui le 5 août 1915 est même amplifié. En 1915, toujours, on prévoit de détruire l'abri FT3 en cas d'approche allemande trop importante. Mais en 1916, la bataille de Verdun se déclenche et oblige l'état-major français à reconsidérer l'abri FT3, qui devient donc un poste de commandement, mais aussi un poste de secours. Et c'est à ce moment-là que le nom de PC-118 apparaîtra. 21 février 1916, la bataille de Verdun commence. En préparation depuis décembre 1915, les Allemands auront rassemblé 150 000 hommes et 1224 canons. Le 21 février 1916, par 0 degré, à 7h15 du matin, les canons allemands ouvrent le feu. Certains gros obus de 38 cm frappent directement à la ville de Verdun. Le bombardement du premier jour commence à 7h15 du matin pour finir à 16h30. Le bombardement de préparation est tellement violent qu'un certain général Passaga, qui se trouvait sur le front des Vosges à 160 km du champ de bataille de Verdun, le ressentit dans le sol. Au premier jour, en 9 heures de temps,
les Allemands auront tiré entre 350 000 jusqu'à 650 000 obus. Certains artilleurs allemands sont torse nu, malgré les 0 degrés, tant la chaleur est insupportable. L'attaque allemande est fulgurante. Face à eux, il ne reste plus que 25 000 soldats français, dotés de 140 canons. Ils avancent très vite, en 2 jours de temps, 8 km d'avancée, en utilisant parfois même des lance-flammes et énormément d'obus. Le 25 février 1916, grosse avancée. Les Allemands viennent de prendre le fort de Douaumont, jugé imprenable. Mais le lendemain, un certain général Pétain est missionné pour protéger Verdun. Il met en place la fameuse voie sacrée, un nom trouvé par Maurice Barrès en décembre 1916 et réellement adopté en 1923. Ces 2 norias permettent d'approvisionner le front de l'ordre de 50 000 tonnes de matériel et 90 000 hommes vers le front par semaine. Le conflit s'enlise. Les Français résistent. Pétain déplace également beaucoup de canons en rive gauche de la Meuse, qui peuvent maintenant tirer sur le flanc des Allemands positionnés sur la rive droite. À partir de mars 1916, les Allemands doivent se concentrer sur la rive droite de la Meuse, mais également aussi sur la rive gauche pour faire taire les canons français. En effet, la ville de Verdun est traversée de part en part par le fleuve de la Meuse. Sur la rive droite, qu'on appelle également les Hauts-de-Meuse, on y trouve les fortifications les plus célèbres, car c'est là que se trouvent les hauteurs les plus culminantes. De l'autre côté, en rive gauche, on trouve ce qu'on appelle l'Argonne, un paysage moins marqué où se trouvent les très célèbres Côte 304, Mort-Homme ou encore la butte de Vauquois. Sur la rive droite, fin mars, le village de Vaux-le-Vendant-Loup est conquis. Et le fort éponyme reste aux Français. Il faudra attendre le 1er juin 1916, après une grosse préparation d'artillerie, pour approcher 2 endroits très importants du champ de bataille. La ferme de Thiaumont, l'ouvrage de Thiaumont, mais aussi le fort de Vaux, qui est attaqué dès le 2 juin 1916. Du côté de Thiaumont, les Français résistent, mais sont soumis à un bombardement extrêmement violent. Le 2 juin 1916, les Allemands approchent du fort de Vaux et commencent son siège. Ils prennent également la ferme de Thiaumont et décident d'avancer vers l'ouvrage éponyme. En ce 2 juin 1916, le bombardement est insoutenable, infernal et dantesque, mettant les Français à rude épreuve, notamment les hommes du 293e régiment d'infanterie, qui sont largement bombardés sur la crête de Thiaumont. Et d'autres soldats du régiment sont en attente dans le PC 118, ou l'abri FT3, Froid de Terre Thiaumont numéro 3. Mais ce qu'ils ne le savent pas encore, c'est que beaucoup d'entre eux sont sur le point de se faire ensevelir sous des montagnes de gravats. Après la prise du fort de Douaumont le 25 février 1916, les Allemands veulent s'engouffrer sur la crête de Thiaumont et par conséquent bombardent massivement les positions françaises autour de l'ouvrage de Thiaumont et celles autour de l'abri FT3, tout en bombardant l'abri FT3 en lui-même. Malgré les bombardements, l'abri tient bon, et ce jusqu'au 18 avril 1916, date à laquelle la chambrée de gauche du PC 118 abrite le poste de commandement, et la chambrée de droite a été transformée en poste de secours. Mais ce jour-là, un soldat français imprudent, après s'être allumé une cigarette, jette son allumette incandescente sur une caisse de 300 fusées de signalisation, qui prennent feu. Une explosion retentit, et la moitié du mur anti-souffle est détruit par l'onde de choc de l'explosion. Ainsi, au 18 avril 1916, le PC-118 ou abri FT3 est considérablement fragilisé. Ce jour-là, nous comptons 25 morts, dont le médecin-major qui était dans l'abri à ce moment-là. Et 90 autres soldats blessés seront évacués vers le fort de Souville. Nous sommes alors le 2 juin 1916 et le 293e régiment d'infanterie est déployé sur le secteur de Thiaumont, en vue de stopper de très nombreuses attaques allemandes depuis la ferme de Thiaumont. Les Allemands peinent à avancer et donc par conséquent bombardent massivement les positions françaises et bombardent l'ouvrage de Thiaumont et le PC-118 avec des obus de 210 mm. Et en ce 2 juin 1916, les 210 mm viennent à bout de l'abri FT3, dont une grande partie s'effondre sous les soldats qui étaient en attente. Ainsi, sous les gravats, 55 soldats sont portés disparus, parmi lesquels 23 Vendéens. Parmi les soldats portés disparus, nous pouvons trouver un maréchal des logis,
Raymond de Fontaine, et un caporal fourrier, Paul Merlin, qui aujourd'hui encore ont un cénotaphe qui rappelle leur histoire et leur passage à Thiaumont. Raymond de Fontaine est né le 21 décembre 1889 à Fontenay-le-Comte dans le département de la Vendée. Député de Vendée, il participe